Je m'appelle Béatrice Lavigne. J'ai 68 ans et je vis seule à Grenoble depuis la mort de mon mari, il y a 12 ans. J'ai 2 fils, Julien et Marc, que j'ai élevés avec tout mon amour, tous mes sacrifices. Je pensais qu'ils m'aimaient. Je me trompais. Le 14 novembre, Maître Roussel, le notaire de famille, m'a convoqué dans son cabinet. Mon cousin Édouard, que je n'avais pas vu depuis 30 ans, venait de mourir dans son chalet isolé de Chamrousse, sans descendant. Il m'avait tout légué. Un magnifique chalet en bois, avec vue sur les montagnes, entouré de sapins et de silence. Un cadeau inespéré qui m'a émue aux larmes. Je suis rentrée chez moi le cœur léger, impatiente de partager cette nouvelle avec mes fils. En poussant la porte de mon appartement, j'ai entendu leur voix dans le salon. Julien et Marc étaient là, ensemble. J'allais entrer quand leurs mots m'ont cloué sur place. « Parfait, on le vend vite et on prend l'argent avant qu'elle meure. » La voix de Julien, froide, calculatrice. « Avec les prix de l'immobilier en montagne, ça peut valoir 200 000 facile. On partage moitié-moitié. De toute façon, elle n'en a plus pour longtemps à son âge. » La voix de Marc. Mon Marc. Et puis ils ont ri. Mon sang s'est glacé. Mes jambes ont tremblé. L'acte de propriété a failli glisser de mes mains. Mes propres fils, mes enfants, ceux que j'avais portés, nourris, aimés de toute mon âme. Ils attendaient ma mort comme on attend un héritage. Ils planifiaient déjà ce qu'ils feraient de mes biens, comme si j'étais déjà dans ma tombe. Je suis sortie sans bruit, comme une voleuse dans ma propre maison. Dehors, le froid de novembre m'a giflé, mais je ne sentais rien. Seulement cette douleur atroce qui me déchirait la poitrine. Toutes ces années d'amour, de sacrifice, d'abnégation. Pour ça? Pour devenir un compte bancaire qu'on attend de liquider? J'ai marché sans savoir où j'allais, les larmes brouillant ma vue. Puis, une idée a germé dans mon esprit brisé. Une idée terrible, et juste à la fois. Si mes fils vous laisseraient mon héritage, ils ne l'auraient jamais. Si tout ce qui comptait pour eux était l'argent, ils n'en verraient pas un centime. Je suis retournée chez Maître Roussel. Je veux donner le chalet à une association qui aide les jeunes en difficulté. Tout de suite. Il m'a regardé longuement, a compris sans que j'aie besoin de tout expliquer, et a préparé l'acte de donation. J'ai signé le jour même. Le chalet d'Édouard n'appartiendrait jamais à mes fils. Les semaines suivantes, j'ai évité leurs appels, leurs visites. Ils sentaient que quelque chose n'allait pas, mais n'arrivaient pas à comprendre quoi. Puis, juste avant Noël, les lettres recommandées du notaire leur sont parvenues. Le chalet avait été légalement donné à l'association Les Sentiers de l'Espoir. Ils ont débarqué chez moi, fous de rage, incrédules. « Comment as-tu pu faire ça? C'était notre héritage !» hurlait Julien. « Tu es devenue folle !» ajoutait Marc, les yeux remplis de colère et d'incompréhension. Je les ai regardés calmement, assise dans mon fauteuil. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. « Votre héritage? Vous n'avez jamais rien reçu de moi? L'amour, l'éducation, les sacrifices pendant 30 ans? Non, tout cela ne comptait pas. Seul l'argent comptait. Ils ont tenté de se défendre, de mentir, mais j'ai levé la main. Je vous ai entendu. Le 14 novembre, chaque mot. On le vend vite et on prend l'argent avant qu'elle meure. Vous vous souvenez? Le silence qui a suivi était écrasant. Julien a blêmi. Marc s'est effondré. Ils étaient pris au piège de leurs propres mots, de leur propre trahison. Ils ne pouvaient plus nier, plus mentir, plus faire semblant. La confrontation qui a suivi a été violente, déchirante. Des accusations, des larmes, des vérités cruelles jetées au visage. Julien m'a traité de pathétique, de vieille femme amère qui se vengeait. Marc a tenté de s'excuser, mais c'était trop tard. Le mal était fait. Ils sont partis en claquant la porte. Et moi, je suis restée seule dans le silence de mon appartement, me demandant si j'avais bien fait. Si cette vengeance en valait la peine. Si j'avais perdu mes fils pour toujours. Mais au fil des mois, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le chalet est devenu un refuge pour des jeunes brisés, abandonnés, perdus. J'ai commencé à leur rendre visite, à les connaître, à les aimer. Ils m'ont appelée Mamie Béatrice.
Ils m'ont donné ce que mes propres fils ne m'avaient jamais donné. De la reconnaissance, de la gratitude, de l'affection sincère. Et Marc m'a écrit une lettre de regret, de douleur, de prise de conscience. Sa femme l'avait quitté, il avait tout perdu. Et dans cette perte, il avait enfin compris ce qui comptait vraiment. Maintenant, je dois décider. Puis-je pardonner? Puis-je reconstruire avec celui qui m'a trahi? Ou ai-je définitivement tourné la page? Trouver une nouvelle famille dans ces jeunes âmes brisées que j'aide à se reconstruire? Cette histoire est la mienne. L'histoire d'une mère trahie, d'un héritage volé, d'une vengeance silencieuse et d'une question qui me hante chaque jour. Ai-je eu raison de tout donner à des étrangers plutôt qu'à mes propres enfants? Ou ai-je simplement fait ce que mon cœur blessé me dictait? La réponse, je l'ai trouvée au sommet d'une montagne, dans un chalet qui porte désormais mon nom et celui d'Édouard. Un refuge qui n'est pas seulement un lieu, mais une leçon. On ne possède rien dans cette vie, sauf ce qu'on donne avec le cœur. Le matin du 14 novembre, je me suis réveillée avec cette sensation étrange qui précède les jours importants. Par la fenêtre de ma chambre, les montagnes se découpaient contre un ciel d'un bleu presque irréel, ce bleu particulier des matins d'automne à Grenoble, quand le froid commence à mordre et que l'air devient cristallin. J'ai 68 ans et je vis seule dans cet appartement du quartier Saint-Laurent depuis la mort de mon mari, Henri, il y a 12 ans maintenant. 12 ans. Parfois, j'ai l'impression que c'était hier. D'autres jours, comme si c'était une autre vie. Je me suis levée lentement, comme chaque matin, mes articulations craquant légèrement. J'ai enfilé ma robe de chambre en laine, celle qu'Henri m'avait offerte pour nos 30 ans de mariage. Usée, mais si douce. Dans la cuisine, j'ai préparé mon café dans la vieille cafetière italienne. Ce rituel immuable qui structure mes journées. L'odeur du café fraîchement moulu a empli la pièce, réconfortante, familière. Par la fenêtre au-dessus de l'évier, je voyais les toits du quartier, les cheminées qui commençaient à fumer, la vie qui s'éveillait doucement. Ce matin-là, j'avais rendez-vous chez Maître Roussel, le notaire de la famille. Son cabinet se trouve rue Félix Poula, dans le centre-ville, pas très loin de la place Grenette. Il m'avait téléphoné 3 jours auparavant, sa voix grave et posée. « Madame Lavigne, pourriez-vous passer à mon cabinet? C'est au sujet d'une succession qui vous concerne. » Une succession? Le mot m'avait glacée. Qui était mort? Je n'avais presque plus de famille. Mes parents depuis longtemps, Henri évidemment. Ma sœur Marguerite emportée par un cancer il y a 5 ans. Restèrent mes fils, Julien et Marc. Mais ils étaient bien vivants, Dieu merci. J'ai pris le tramway ligne B jusqu'à Hubert-Dubedoute, puis j'ai marché jusqu'au cabinet. Grenoble en novembre a ce charme mélancolique des villes de montagne quand l'hiver approche. Les platanes avaient si perdu presque toutes leurs feuilles, qui formaient des tapis dorés sur les trottoirs humides. Les gens marchaient vite, emmitouflés dans leurs manteaux, le souffle visible dans l'air froid. J'ai toujours aimé cette ville, son mélange de modernité et d'histoire, ces montagnes omniprésentes qui vous rappellent constamment votre petitesse. Le cabinet de Maître Roussel occupe le premier étage d'un immeuble haussmannien. J'ai grimpé l'escalier en pierre, tenant fermement la rampe en fer forgé. La porte vitrée portait son nom en lettres dorées. Maître Jean-Paul Roussel, notaire. Sa secrétaire, une femme d'une 50aine d'années aux lunettes pendues, à une chaînette, m'a accueillie avec un sourire professionnel. « Madame Lavigne, Maître Roussel vous attend. » Il s'est levé à mon entrée. Grand, la soixantaine élégante, costume sombre et cravate bordeaux. « Madame Lavigne, merci d'être venue. Asseyez-vous, je vous en prie. » Son bureau était comme lui, ordonné, sobre, avec ses rangées de dossiers cartonnés qui donnent aux études notariales cette atmosphère particulière entre le passé et le présent. Une odeur de papier ancien flottait dans l'air. « Madame, je vous ai fait venir pour une affaire qui va sans doute vous surprendre. Votre cousin, Édouard Meunier, est décédé il y a 3 semaines dans son chalet de Chamrousse. Édouard. Ce nom a résonné dans ma tête comme un écho lointain. Édouard Meunier, le cousin de mon père. Un homme que je n'avais pas revu depuis. Combien? 30 ans? Plus peut-être.
Je me souvenais vaguement de lui lors de l'enterrement de mon père. Un homme taiseux, au visage buriné par les années passées en montagne, les yeux clairs et perçants. Il vivait seul, je savais cela. Un ermite, disait-on dans la famille. Il est mort ?» ai-je murmuré, la gorge serrée. « Oui, madame. Mort naturelle? Une crise cardiaque, semble-t-il. Il a été retrouvé par un voisin qui s'inquiétait de ne plus le voir. Maître Roussel a marqué une pause, puis a ouvert un dossier devant lui. Édouard Meunier n'avait pas d'enfant, pas d'épouse. Ses parents sont décédés depuis longtemps. Dans son testament, rédigé il y a 5 ans, il vous a désigné comme unique héritière de sa propriété. » J'ai cligné des yeux, incrédule. « Moi? Mais pourquoi moi ? » « Je ne peux que spéculer, madame. Peut-être étiez-vous la seule famille qui lui restait. Peut-être se souvenait-il de vous, avec affection. Quoi qu'il en soit, voici l'acte de propriété. Il a fait glisser vers moi une chemise cartonnée beige. Le chalet se trouve à Chamrousse, route des Seiglières. Un endroit isolé mais magnifique, d'après ce que j'ai compris. 3 chambres, un grand salon avec cheminée, entouré de sapins. Environ 120 mètres carrés habitables, plus un terrain d'environ 1000 mètres carrés. Mes mains tremblaient légèrement en ouvrant la chemise. L'acte était là, avec ses termes juridiques incompréhensibles, mais aussi des photos. Le chalet était en bois, avec un toit à forte pente couvert de neige sur les clichés. De larges fenêtres donnaient bien sur la vallée. Une terrasse courait le long de la façade. C'était magnifique, simple, rustique, mais d'une beauté tranquille qui m'a immédiatement touchée. Je ne sais pas quoi dire. Ai-je balbutié, les larmes me montant aux yeux. Pourquoi pleurais-je? Pour Édouard que je connaissais à peine? Pour ce cadeau inattendu? Pour cette attention venue d'un passé que je croyais révolu? Prenez votre temps, madame. Les démarches administratives peuvent attendre quelques jours. Si vous souhaitez visiter le chalet, je peux vous donner les clés. Il a sorti un trousseau d'une enveloppe. 2 clés anciennes, en laiton, attachées à un petit morceau de bois sculpté en forme de montagne. Je suis sortie du cabinet dans un état second, serrant contre moi la chemise et les clés. Le soleil perçait maintenant, entre les nuages, illuminant les façades grises de la ville. J'ai marché au hasard, traversé la place Grenette, où quelques touristes photographièrent la fontaine. Je me suis assise à la terrasse du café de la Table Ronde, ce vieux café mythique qui existe depuis le XVIIe siècle, avec ses boiseries sombres et son atmosphère intemporelle. J'ai commandé un chocolat chaud, mes mains glacées se réchauffant autour de la tasse épaisse. Édouard, je me souvenais maintenant. Quand j'étais petite, il venait parfois chez mes parents. Il apportait toujours quelque chose de la montagne, des fromages, du miel, des champignons séchés. Il me soulevait dans ses bras, ses grandes mains calleuses mais douces. « Alors, petite Béatrice, tu grandis bien ?» Il sentait le bois et le foin. Un homme bon, dans mon souvenir. Un homme que la vie avait rendu solitaire, mais pas amer. Et maintenant, il me léguait son chalet, son refuge, ce lieu où il avait choisi de vivre, loin du monde, loin du bruit. Pourquoi moi ? La question tournait dans ma tête. Peut-être simplement parce que j'étais la dernière Lavigne de sa génération. Ou peut-être se souvenait-il de cette petite fille qui lui souriait toujours. J'ai fini mon chocolat, payé, et j'ai pris le tramway pour rentrer chez moi. J'avais hâte de partager cette nouvelle avec mes fils. Julien et Marc, mes garçons. Enfin, garçons. Julien avait 42 ans, marié avec Claire, 2 enfants. Une belle maison à Lyon, où il travaillait dans une agence immobilière prospère. Marc, 39 ans, marié avec Sophie. Un enfant, consultant en informatique, installé à Grenoble dans un appartement moderne du quartier Europol. Tous 2 réussissaient dans la vie, avaient déjà des carrières solides, des familles. J'aurais dû être fière. J'étais fière, bien sûr. Mais depuis quelques années, depuis la mort d'Henri surtout, je sentais un fossé se creuser entre nous. Leur visite était devenue rare, espacée, toujours un peu pressée. « Désolée, maman, j'ai une réunion. On passera dimanche prochain, promis. Les enfants ont des activités, tu comprends ?
Je comprenais. Je comprenais trop bien. Ils avaient leur vie, leurs priorités. Et moi, j'étais devenue ce que deviennent tant de personnes âgées. Une obligation, un rendez-vous qu'on coche sur un calendrier, une corvée qu'on accomplit avec bonne conscience, mais sans joie. Pourtant, j'espérais toujours que les choses changeraient, que nous retrouverions cette complicité d'avant, quand ils étaient enfants, quand nous partagions des dimanches entiers, des rires, des confidences. Henri me disait toujours « Laisse-les grandir, Béa. Ils reviendront. » Mais Henri était mort, et mes fils n'étaient pas revenus. Pas vraiment. En arrivant à mon immeuble rue de la Bajatière, j'ai remarqué la voiture de Marc garée devant. Mon cœur a fait un bond. Marc était là, et si je regardais bien, la BMW de Julien était là aussi, un peu plus loin. Mes 2 fils, ensemble chez moi, un mercredi après-midi, c'était inhabituel, presque suspect. Mais aujourd'hui, j'étais trop heureuse de ma nouvelle pour me poser des questions. J'ai grimpé les 3 étages jusqu'à mon appartement, essoufflée mais joyeuse. J'avais les clés du chalet dans ma poche, l'acte de propriété dans mon sac. J'imaginais déjà leur surprise, leur joie, peut-être. « Un chalet, maman! C'est incroyable! On pourra y aller tous ensemble. » Je nous voyais déjà, au coin du feu, partageant un repas, les petits-enfants jouant dans la neige. J'ai tourné la clé dans la serrure, doucement. La porte a grincé légèrement. Des voix venaient du salon. Je reconnaissais celle de Julien et Marc. Ils parlaient, mais je n'entendais pas clairement. J'ai retiré mon manteau, posé mon sac sur le petit meuble de l'entrée. J'allais les rejoindre quand leurs mots me sont parvenus. Nets, distincts, comme des coups de couteau. « Parfait, on le vend vite et on prend l'argent avant qu'elle meure. » La voix de Julien, froide, pragmatique, presque amusée. Avec les prix de l'immobilier en montagne actuellement, ça peut valoir facile 200 000, peut-être plus. On partage moitié-moitié. De toute façon, elle n'en a plus pour longtemps, à son âge. La voix de Marc, calculatrice, dénuée d'émotion. Un rire. Il riait. Je suis restée figée dans l'entrée, incapable de bouger, incapable de respirer. Mon cœur cognait si fort dans ma poitrine que j'avais peur qu'il explose. Mes jambes tremblaient. L'acte de propriété a glissé de mes doigts engourdis et est tombé sur le parquet avec un bruit mat. « T'as entendu ?» La voix de Marc, soudain inquiète. Le silence. Un silence écrasant, lourd, interminable. J'ai reculé, lentement, sans faire de bruit, comme une voleuse dans ma propre maison. J'ai ramassé l'acte, attrapé mon sac, mon manteau. Mes mains tremblaient si fort que j'avais du mal à tenir quoi que ce soit. La porte. Il fallait que je sorte, tout de suite, avant qu'ils ne me voient, avant qu'ils ne sachent que j'avais entendu. J'ai refermé la porte sans bruit et j'ai descendu les escaliers, une main sur le mur pour ne pas tomber. Dehors, l'air froid m'a giflé. J'ai marché, je ne sais pas où, je ne sais pas combien de temps. Les larmes coulaient sur mes joues, brouillant ma vision. Mes propres fils, mes enfants, ceux que j'avais portés, nourris, aimés de tout mon être, ceux pour qui j'avais tout sacrifié. Ils attendaient ma mort. Ils attendaient que je meure pour prendre mon argent. Je me suis retrouvée devant l'Isère, le fleuve qui traverse Grenoble. L'eau était grise, agitée, reflétant le ciel couvert. Je me suis assise sur un banc gelé, insensible au froid qui pénétrait mes vêtements. Autour de moi, la vie continuait. Des joggeurs passaient, des cyclistes, des gens pressés qui rentrèrent du travail. Personne ne voyait la femme effondrée sur ce banc. La femme dont le cœur venait de se briser en 1000 morceaux. Avant qu'elle meure. Ces mots résonnaient vagues dans ma tête, encore et encore, comme une torture. Il n'avait toi même pas dit « si elle meurt ». Non, c'était une certitude. Avant qu'elle meure. Comme si ma mort était une échéance, une deadline dans un agenda. Comme si j'étais déjà morte. Combien de temps suis-je restée là? 1 heure? 2? Le froid a fini par me faire réagir. Je grelottais, mes dents claquaient. Il fallait que je bouge, il fallait que je fasse quelque chose. Mais quoi? Alors, une idée a germé dans mon esprit embué de douleur. Une idée terrible et juste à la fois.
Si mes fils voulaient pas mon héritage, ils ne l'auraient pas. Si tout ce qui comptait pour eux était l'argent, ils n'en verraient donc pas un centime. Le chalet d'Édouard, ce cadeau magnifique, venu d'un passé oublié, ne leur appartiendrait jamais. Je me suis levée, chancelante, et je suis retournée rue Félix Poula. Le cabinet de Maître Roussel était encore ouvert. Sa secrétaire semblait surprise de me revoir. « Madame Lavigne, vous avez oublié quelque chose ?»« Non, j'ai besoin de voir Maître Roussel, c'est urgent. » Il m'a reçue immédiatement, inquiet de mon apparence sans doute. Je devais avoir l'air d'une folle, les yeux rouges, les cheveux en désordre, encore tremblante. « Madame Lavigne, que se passe-t-il ? Vous êtes toute pâle ?» Je me suis assise lourdement dans le fauteuil en cuir. Les mots sont sortis avec difficulté, ma voix brisée. « Maître Roussel, je veux donner le chalet. » Il a froncé les sourcils. « Le donner ? À qui ? À une association, n'importe laquelle. Une association qui aide les gens qui en ont vraiment besoin. Pas ma famille. » Il m'a regardé longuement, sans rien dire, puis, doucement. « Madame, que s'est-il passé ?» Et j'ai tout raconté. Les mots, la trahison, la douleur. Il m'a écoutée sans m'interrompre, son visage grave reflétant une compassion sincère. Quand j'ai eu fini, il a hoché la tête lentement. « Je comprends, et je respecte votre décision. » Il a ouvert un tiroir, sorti des documents. « Je connais justement une association qui pourrait vous intéresser. Elle s'appelle Les Sentiers de l'Espoir. Elle accueille des jeunes en difficulté, en rupture familiale ou sociale, pour des séjours de réinsertion en montagne. Ils les aident à retrouver confiance, à apprendre des métiers, à se reconstruire. Un chalet comme celui d'Édouard serait parfait pour eux. Des jeunes en difficulté, des jeunes qui avaient un besoin d'aide, d'un refuge, d'espoir. Exactement ce que le chalet avait représenté pour Édouard. Exactement ce qu'il aurait voulu, j'en étais certaine. « Oui », ai-je murmuré. « Oui, c'est parfait. Très bien. Je vais préparer l'acte de donation. Cela prendra quelques jours. Êtes-vous sûre de votre décision, madame ? C'est irréversible. J'ai pensé à mes fils, à leurs rires cruels, à leurs calculs sordides. J'ai pensé à toutes ces années où j'avais cru qu'ils m'aimaient, où j'avais cru compter pour eux. Et j'ai compris que j'avais vécu dans une illusion. Ils ne m'avaient là jamais aimé. Ou s'ils l'avaient fait, cet amour était mort depuis longtemps. J'en suis sûre. Les jours qui ont suivi ont été étranges. Comme si je vivais dans un brouillard épais, où rien n'était tout à fait réel. Je suis rentrée chez moi ce soir-là, après avoir signé les premiers documents chez Maître Roussel. L'appartement était vide. Julien et Marc étaient pas partis, évidemment. Ils m'avaient laissé un petit mot sur la table de la cuisine. « Maman, on est passé te voir, mais tu n'étais pas là. On t'appelle bientôt. Bisous. » Ce mot, écrit à la hâte sur un bout de papier déchiré, m'a fait l'effet d'une gifle. Bisous. Comme si de rien n'était. Comme s'il ne venait pas de planifier ma succession de mon vivant. J'ai froissé le papier et je l'ai jeté à la poubelle. Puis, je me suis assise à la table, dans le silence de mon appartement, et j'ai pleuré. J'ai pleuré toutes les larmes que je retenais depuis des années. La solitude, l'abandon, la trahison. Tout est sorti d'un coup, violemment, comme un barrage qui cède. Quand je n'ai plus eu de larmes, je suis restée là, vide, épuisée, regardant la nuit tomber sur les montagnes. Le lendemain matin, Marc m'a appelée. Sa voix était enjouée, presque trop enjouée. « Maman, comment vas-tu ? On est passé hier, mais tu n'étais pas là. » J'avais des choses à faire. Ai-je répondu, ma voix étrangement calme. « Ah bon ? Quoi donc ? Tu aurais pu nous prévenir. On t'a attendu. » Un reproche léger, comme si j'étais une enfant étourdie. « Des affaires personnelles. » Je ne voulais pas en dire plus. Pas encore. Pas avant que tout soit officiellement signé. « Bon, écoute. Justement, Julien et moi, on voulait te parler. On peut passer ce soir ? Non, pas ce soir. Je suis fatiguée. » Un silence. « Maman, ça va ? Tu as l'air bizarre. » « Je vais très bien, Marc. J'ai juste besoin de repos. » « D'accord. Bon, on se rappelle alors. »
J'ai raccroché, les mains tremblantes. C'était la première fois que je refusais de les voir. La première fois que je mentais, même par omission. Mais quelque chose en moi avait changé. Ce n'était plus la Béatrice docile, toujours disponible, toujours compréhensive. C'était une femme blessée, trahie, qui commençait à comprendre qu'elle avait le droit de se protéger. Les jours suivants, j'ai évité leurs appels. Je ne répondais pas, ou je prétextais des rendez-vous, des sorties. Julien a fini par se fâcher. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Tu nous évites? On a fait quelque chose ?» Sa voix contenait de l'agacement plus que de l'inquiétude. Comme si j'étais un problème à régler. « Non, rien. Je vous l'ai dit, j'ai besoin de temps pour moi. »« Du temps pour toi? Mais enfin, maman, tu es toute seule. C'est justement pour ça qu'on vient te voir. » Cette phrase qui aurait dû me toucher, me rassurer. Mais tout ce que j'y entendais maintenant, c'était du mensonge. Ils ne venaient pas me voir par affection. Ils venaient par devoir, par culpabilité peut-être, ou pire, pour s'assurer que leur investissement était toujours en bonne santé. Le 2 décembre, Maître Roussel m'a appelé. « Madame Lavigne, l'acte de donation est prêt. Pouvez-vous passer le signer ?» J'y suis allée l'après-midi même. Cette fois, j'étais calme, déterminée. Il m'a fait asseoir, a étalé les documents devant moi. « Ah, vous êtes certaine? Une dernière fois, je vous le demande. » « J'en suis certaine. » J'ai signé. Chaque paraphe, chaque signature. C'était comme fermer une porte sur un passé qui m'avait fait trop de mal. Le chalet appartenait désormais à les Sentiers de l'Espoir. Édouard aurait été fier, j'en étais convaincue. Son refuge servirait à aider ceux qui en avaient vraiment besoin. « L'association sera informée dans les prochains jours, » m'a dit Maître Roussel. « Quant à vos fils, je ne leur dirai rien pour l'instant. » Il a hoché la tête, compréhensif. « C'est votre droit. Légalement, vous n'avez aucune obligation de les informer. » Je suis rentrée chez moi avec un sentiment étrange. Pas de la joie, pas vraiment, plutôt du soulagement. Comme si un poids immense venait de se soulever de mes épaules. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi d'un sommeil profond, sans cauchemar. Mais je savais que ce n'était que le début. La vraie confrontation viendrait bientôt. Elle est venue 2 semaines plus tard, juste avant Noël. Maître Roussel avait envoyé les lettres recommandées à Julien et Marc, comme la loi l'exigeait. Des lettres sobres, officielles, les informant que le bien situé à Chamrousse, route des Séglières, avait été légalement donné à l'association Les Sentiers de l'Espoir par Madame Béatrice Lavigne, propriétaire légitime du dit bien suite à la succession de Monsieur Édouard Meunier. J'imagine leur tête en lisant ces lignes. L'incrédulité d'abord, puis la colère. J'ai reçu le premier appel de Julien à 19h, le 18 décembre. Sa voix était blanche, tremblante de rage contenue. « Maman, il faut qu'on parle, tout de suite. »« Bonsoir, Julien. Ne fais pas semblant. Tu sais très bien pourquoi j'appelle. C'est quoi cette histoire de donation? Tu as donné le chalet? Le chalet d'Édouard? » ?»« Oui, comment ça, oui. Mais tu n'as pas le droit. » »« J'ai tous les droits, Julien. C'était mon bien. Je pouvais en disposer comme je l'entendais. Mais enfin, il criait maintenant, toute retenue abandonnée. Tu aurais pu nous en parler. On est ta famille. Ce chalet, c'était notre héritage. Notre héritage. Comme si j'étais déjà morte. Comme si tout ce que je possédais leur appartenait déjà. Votre héritage? Vous n'avez rien hérité, Julien. Édouard m'a légué ce chalet à moi. Pas à vous. Mais bon sang, maman, tu n'en as pas besoin. Qu'est-ce que tu vas faire d'un chalet en montagne à ton âge? Tu peux à peine monter les escaliers. Chaque mot était une pierre lancée. À mon âge, comme si j'étais déjà un déchet, une chose inutile qu'on attend de voir disparaître. Justement, ai-je dit, ma voix devenant glaciale. Je n'en avais pas besoin. Alors je l'ai donné à des gens qui en ont besoin. Des jeunes en difficulté. Des enfants qui n'ont pas eu ta chance, Julien. Des enfants qui n'ont personne. Tu es devenue folle, complètement folle. Il hurlait maintenant. « Marc, viens, elle est au téléphone. » J'ai entendu des bruits, des voix étouffées. Puis Marc a pris le combiné. « Maman, c'est moi. Écoute,
Je suis sûre qu'on peut arranger ça. Cette donation, on peut la contester. Tu n'étais pas dans ton état normal, c'est évident. On va voir un avocat. On va. Je vous interdis. Ma voix était si dure que Marc s'est tu. Je vous interdis de contester quoi que ce soit. J'étais parfaitement saine d'esprit. Maître Roussel peut en témoigner. Cette donation est légale, définitive et irrévocable. Mais pourquoi ? La voix de Marc s'était brisée. Pourquoi tu nous fais ça ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Cette question qui aurait pu être sincère, si je n'avais pas entendu ce que j'avais entendu. Vous voulez vraiment savoir ? Ai-je dit lentement. Alors venez tous les deux demain. Ici, chez moi. 14h, on parlera. J'ai raccroché sans attendre leur réponse. Mon cœur battait à tout rompre, mais j'étais étrangement calme. Le moment était venu, le moment de vérité. Ils sont arrivés le lendemain à l'heure exacte, ensemble, comme toujours quand il s'agissait d'affaires sérieuses. J'avais préparé du café, par habitude, cette habitude de mère qui accueille ses enfants. Mais mes mains ne tremblaient pas en versant l'eau bouillante. J'étais prête. Julien est entré le premier, le visage fermé, tendu. Marc le suivait, l'air mal à l'aise. Ils se sont assis côte à côte sur le canapé, exactement comme ce jour de novembre. Cette symétrie m'a glacée. J'ai posé les tasses sur la table basse, puis je me suis assise dans le fauteuil en face d'eux, celui où Henri s'installait autrefois pour lire son journal. « Alors ?» Julien a attaqué immédiatement. « Tu vas nous expliquer ?»« Oui, je vais vous expliquer. » J'ai pris une profonde inspiration. Le 14 novembre, je suis allée chez Maître Roussel. Il m'a annoncé qu'Édouard m'avait légué son chalet. J'étais heureuse, touchée. Je suis rentrée ici, impatiente de partager cette nouvelle avec vous. Il m'écoutait, immobile. Marc a ouvert la bouche, mais je l'ai arrêté d'un geste. « Laissez-moi finir. Quand je suis arrivée, vous étiez là, tous les deux, sur ce canapé. Je m'apprêtais à entrer, mais je vous ai entendu. J'ai entendu chaque mot. Le silence qui a suivi était assourdissant. Marc est devenu livide. Julien a écarquillé les yeux, la bouche entr'ouverte. « Parfait. On le vend vite et on prend l'argent avant qu'elle meure. » J'ai répété les mots lentement, distinctement. « C'est ce que tu as dit, Julien. » Mot pour mot. « Maman. » Marc a tenté de parler, mais sa voix n'était qu'un murmure étranglé. Avec les prix de l'immobilier en montagne, ça peut valoir 200 000. Facile. J'ai continué, implacable. C'est ce que tu as ajouté, Marc. Et puis vous avez ri en parlant de ma mort. Non. Julien a secoué la tête violemment. Non, ce n'est pas. Tu as mal compris. On ne parlait pas de... De quoi alors ? J'ai haussé le ton pour la première fois. De quoi parliez-vous, si ce n'est pas de moi, de mon héritage, de ma mort prochaine ? Julien s'est levé brusquement, comme pour fuir. C'était juste. On plaisantait. Une mauvaise blague. Voilà tout. Tu ne peux pas nous en vouloir pour une plaisanterie. Une plaisanterie ? J'ai répété le mot, incrédule. Vous trouvez drôle de plaisanter sur la mort de votre mère ? Marc s'est levé à son tour, les mains tendues vers moi dans un geste d'apaisement. Maman, je te jure, ce n'était pas méchant. On était juste surpris. On parlait comme ça, sans réfléchir. Tu sais comment on est entre nous. On dit n'importe quoi. Non, j'ai dit fermement. Non, Marc. On ne dit pas n'importe quoi. Les mots ont un sens. Et ce que vous avez dit, c'est que vous attendiez ma mort pour profiter de mon argent. C'est ça, la vérité. Julien a explosé. Et alors, maman, tu es notre mère. Cet argent, il nous reviendra de toute façon un jour. C'est normal qu'on en parle, qu'on planifie. On a des familles, des projets, des besoins. Des besoins. J'ai répété, ma voix devenant glaciale. Vous avez de belles maisons, de belles voitures, de bons salaires. Vous ne manquez de rien. Vos enfants ne manquent de rien. Alors dites-moi, quels sont ces besoins qui justifient que vous comptiez les jours jusqu'à ma mort ? Marc s'est effondré sur le canapé, la tête dans les mains. Maman, s'il te plaît. Mais Julien, lui, ne lâchait pas. Il s'est approché de moi, le visage rouge de colère. Tu veux savoir la vérité ? La vraie vérité ? Très bien. Oui,
On pensait à l'héritage. Oui, on se disait que ce chalet serait utile. Et tu sais pourquoi? Parce que toi, tu ne nous donnes rien. Jamais. Tu vis seule dans cet appartement avec ta petite retraite. Mais tu pourrais nous aider. Tu pourrais aider tes petits-enfants, leur payer des études, des vacances. Mais non, Madame garde tout pour elle. Ces mots me frappaient comme des coups de poing. Je me suis levée à mon tour, tremblante, mais déterminée. Vous aider? J'ai passé ma vie à vous aider. J'ai travaillé comme caissière pendant 30 ans pour payer vos études. J'ai économisé chaque centime pour que vous ne manquiez de rien. Quand ton père est mort, j'ai pointé Julien du doigt. Je vous ai donné l'argent de l'assurance vie pour que vous puissiez acheter vos maisons. 50 000 € à chacun. Vous vous en souvenez ou vous avez oublié? Marc a relevé la tête, les yeux brillants de larmes. Maman, on ne l'a pas oublié. Si, vous l'avez oublié. Parce que si vous vous en souveniez, vous ne seriez pas là à me reprocher de ne rien vous donner. Ma voix s'est cassée. Je n'ai presque plus rien, vous le savez? Ma retraite couvre à peine mes dépenses. Les médicaments, les charges, la nourriture. Je vis avec 1 200 € par mois. 1 200 €. Et vous vivez dans le confort et vous m'en voulez? Le silence est retombé, lourd, étouffant. Julien s'est détourné, incapable de soutenir mon regard. Marc pleurait maintenant, silencieusement. Ce chalet, ai-je continué, ma voix redevenant ferme, était un cadeau d'un homme bon, qui vivait simplement, qui ne demandait rien à personne. Il me l'a donné parce qu'il se souvenait de moi, parce que j'étais sa famille. Pas pour que je vous le donne, vous. Pas pour que je nourrisse votre avidité, mais pour que je fasse ce que je voulais. Et tu as choisi de le donner à des inconnus, a craché Julien, le dos toujours tourné. À des gamins que tu ne connais même pas, plutôt qu'à tes propres fils, à tes propres petits-enfants. Oui, ma réponse était simple, définitive. Parce que ces gamins, comme tu dis, ont besoin d'aide, vraiment besoin. Pas d'argent pour des vacances ou une voiture plus grosse. Besoin d'un toit, d'espoir, d'une chance de s'en sortir. C'est ce que ce chalet représentait pour Édouard. Un refuge. Et c'est ce qu'il sera pour eux. Julien s'est retourné brusquement, le visage déformé par la rage. Tu es pathétique. Tu sais ça? Pathétique. Tu joues les saintes, les martyrs. Mais en réalité, tu es juste une vieille femme amère qui se venge sur ses enfants. Ces mots auraient dû me détruire. Mais étrangement, ils ont glissé sur moi. Parce que j'ai compris, à cet instant, que Julien ne savait pas aimer. Ou il l'avait oublié. Et ce n'était pas ma faute. J'avais fait ce que j'avais pu. J'avais aimé de toutes mes forces. Si cela n'avait pas suffi, si mes fils étaient devenus ces hommes-là, calculateurs et froids, alors j'avais échoué. Ou peut-être était-ce la vie qui les avait transformés. Je ne savais plus. « Partez !» ai-je dit doucement. « Partez, s'il vous plaît !» Marc s'est levé, chancelant. « Maman, est-ce qu'on peut? Est-ce qu'il y a un moyen de... » « De quoi, Marc? De revenir en arrière ?» J'ai secoué la tête. « Non, ce qui est fait. Le chalet appartient à l'association. C'est définitif. Je ne parle pas du chalet, » a-t-il murmuré. « Je parle de nous, de toi et nous. » J'ai regardé mes 2 fils, ces hommes que je ne reconnaissais plus. Julien, rigide de colère, le regard dur. Marc, effondré, perdu. Mes bébés, mes petits garçons qui autrefois me serraient dans leurs bras en disant « Je t'aime, maman ». Où étaient-ils partis? Je ne sais pas, Marc. Ma voix était épuisée. Je ne sais vraiment pas. Ils sont partis sans un mot de plus. Julien est sorti en claquant la porte. Marc s'est retourné une dernière fois sur le seuil, comme pour dire quelque chose, mais aucun mot n'est venu. Il a juste baissé la tête et il est parti. Je suis restée seule dans mon salon, debout, au milieu des tasses de café refroidies, dans le silence qui suivait la tempête. Mon corps tremblait, mes jambes menaçaient de céder. Je me suis laissée tomber dans le fauteuil et j'ai regardé la nuit tomber sur Grenoble, sur les montagnes qui se découpaient contre le ciel violet. J'avais gagné. J'avais protégé le chalet d'Édouard. Je m'étais défendue
J'avais dit ma vérité. Mais à quel prix? Mes fils me haïssaient maintenant. Ou peut-être ne m'aimaient-ils plus depuis longtemps. Et je venais seulement de m'en rendre compte. Cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'à l'épuisement. Puis, au petit matin, quand les premières lueurs de l'aube ont caressé les toits, quelque chose a changé en moi. Une résolution, une clarté nouvelle. Si mes fils ne voulaient pas non plus de moi, alors je trouverais un nouveau sens à ma vie. Je ne serais plus celle qui attendait leurs miettes d'affection, leurs visites obligatoires. Je serais Béatrice Lavigne, tout simplement, une femme libre. Et cette liberté, aussi douloureuse soit-elle, était peut-être le plus beau cadeau qu'Édouard m'avait fait. Les semaines qui ont suivi cette confrontation ont été les plus difficiles de ma vie. Noël est arrivé dans un silence de plomb. Pas d'appel, pas de visite, pas de carte. Pour la première fois en 42 ans, j'ai passé le réveillon seule. J'avais refusé l'invitation de ma voisine, Madame Perrin, une femme charmante qui vivait seule, elle aussi. Non merci, c'est gentil, mais j'ai besoin d'être seule. Elle avait compris, sans insister. Ce soir-là, assise dans mon salon éclairé seulement par les guirlandes de la ville visibles par la fenêtre, j'ai repensé à tous les Noëls passés. Les rires des enfants, Julien et Marc déchirant leurs cadeaux avec des cris de joie, Henri découpant la dinde, les chansons qu'on fredonnait ensemble. Où était partie cette famille? Quand s'était-elle brisée? Peut-être n'avait-elle jamais vraiment existé. Peut-être n'avais-je vu que ce que je voulais voir. Une illusion confortable qui me protégeait de la vérité. J'ai pleuré cette nuit-là, mais différemment. Ce n'étaient mais plus des larmes de colère ou de trahison. C'étaient des larmes de deuil. Je faisais le deuil de mes fils, de la relation que nous n'aurions jamais, de l'amour qui n'avait pas survécu. Et étrangement, au milieu de cette tristesse immense, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Un soulagement. Comme si, en acceptant la perte, je me libérais d'un poids que je portais depuis des années. Le lendemain de Noël, j'ai reçu un appel de Maître Roussel. « Madame Lavigne, joyeux Noël. Je vous appelle pour vous informer que l'association Les Sentiers de l'Espoir a pris possession du chalet. Le président, Monsieur Fabien Mercier, souhaiterait vous rencontrer pour vous remercier personnellement. Seriez-vous disponible? » « Oui, ai-je répondu sans hésiter. Oui, je veux les rencontrer. Nous avons fixé un rendez-vous pour le 2 janvier, dans un café près de la gare de Grenoble. J'y suis allée avec une nervosité étrange, comme si j'allais passer un examen. Monsieur Mercier était un homme d'une 50aine d'années, grand, les cheveux grisonnants, le regard doux mais déterminé. Il m'a serré la main avec chaleur. « Madame Lavigne, je ne sais comment vous remercier. Ce chalet, c'est un cadeau inestimable pour notre association. Parlez-moi de vous, ai-je demandé. Parlez-moi de ce que vous faites. Il m'a raconté. Les Sentiers de l'Espoir accueillaient des jeunes de 15 à 25 ans, en rupture familiale, sortant de foyers, parfois de la rue. L'association leur offrait des séjours en montagne, loin de la ville, loin des tentations et des mauvais souvenirs. Là-haut, ils apprenaient des métiers, menuiserie, jardinage, cuisine. Ils randonnaient, découvraient la nature, se reconstruisaient dans le silence et la beauté des montagnes. Certains arrivent complètement perdus, expliquait Fabien, ses yeux brillants d'émotion. Ils ne croient plus en rien, surtout pas en eux-mêmes. Et petit à petit, la montagne fait son œuvre. Le travail manuel, l'effort physique, la solidarité du groupe. Ils se découvrent capables, ils se découvrent dignes. J'écoutais, fasciné, ému. C'était exactement ce qu'Édouard aurait voulu. Lui qui avait fui le monde pour trouver la paix en montagne, il aurait adoré savoir que son refuge servirait à guérir d'autres âmes blessées. « Madame Lavigne ?» Fabien s'est penché vers moi. « J'ai une question un peu particulière à vous poser. Accepteriez-vous de venir visiter le chalet avec nous? De rencontrer les jeunes? Je pense que cela leur ferait énormément de bien de savoir qui vous êtes, de comprendre ce geste. » Mon cœur s'est serré. Aller là-haut? Voir le refuge d'Édouard? Rencontrer ces jeunes? Oui, ai-je dit. Oui, j'aimerais beaucoup. Nous avons fixé la visite pour le samedi suivant. Fabien est venu me chercher en voiture, accompagné de Sarah, une éducatrice de l'association, une jeune femme d'une 30aine d'années, au sourire lumineux.
La route vers Chamrousse serpentait à travers les montagnes, offrant des vues à couper le souffle sur les vallées enneigées. Je n'étais pas venue ici depuis des décennies. Tout me semblait à la fois familier et nouveau. Le chalet se trouvait un peu à l'écart de la station, au bout d'un chemin de terre. Quand nous sommes arrivés, j'ai retenu mon souffle. Il était exactement comme sur les photos, mais en plus beau encore. Les murs de bois patinés par le temps, le toit couvert de neige épaisse, les grandes fenêtres qui reflétaient ça, le ciel bleu éclatant. De la fumée s'échappait de la cheminée. Quelqu'un était là. Nous sommes entrés. À l'intérieur, c'était chaleureux, simple, authentique. Un grand salon avec une cheminée en pierre, des poutres apparentes, des meubles en bois brut. Une odeur de soupe flottait dans l'air. 4 jeunes étaient assis autour de la table, en train de déjeuner. Ils ont levé les yeux à notre entrée, surpris. « Les gars », a annoncé Fabien. « Je vous présente Madame Béatrice Lavigne. C'est elle qui nous a donné ce chalet. » Un silence, puis un jeune homme s'est levé, grand, maigre, le visage marqué par des cicatrices d'acné. « C'est vous ? Vraiment ?» Sa voix était pleine d'incrédulité. « Oui, » ai-je souri. « C'est moi. » Ils se sont levés tous les 4, maladroits, ne sachant que dire. Une jeune fille aux cheveux courts, le regard intense, s'est avancée. « Merci », a-t-elle murmuré. « Merci infiniment. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça représente pour nous. Nous avons passé l'après-midi ensemble. Ils m'ont raconté leurs histoires, sans phare, sans apitoiement. Kevin, 19 ans, avait grandi en foyer après que sa mère l'ait abandonné à 6 ans. Léa, 21 ans, avait fui un père violent à 16 ans et avait vécu dans la rue. Thomas, 17 ans, avait été placé après le décès de ses parents dans un accident de voiture. Et Inès, 23 ans, avait sombré dans la drogue après une rupture amoureuse et avait tout perdu. Son travail, son appartement, sa dignité. Leurs récits me brisaient le cœur, mais en même temps, je voyais dans leurs yeux quelque chose qui me redonnait espoir. Une étincelle, une volonté de s'en sortir. Ils me montrèrent leur projet. Kevin apprenait la menuiserie et avait fabriqué des étagères pour le chalet. Léa cuisinait et rêvait d'ouvrir un jour un petit restaurant. Thomas réapprenait à lire et à écrire, lui qui avait décroché de l'école à 14 ans. Inès suivait une formation de guide de montagne. « Ici, c'est différent », m'a confié Kevin alors que nous étions assis sur la terrasse, emmitouflés dans des couvertures, regardant le soleil décliner sur les montagnes. En ville, j'étais personne. Juste un numéro, un cas social. Ici, je suis Kevin. J'ai ma place. On compte sur moi. Hier, j'ai réparé la porte de la remise. C'est rien, mais Fabien m'a remercié comme si j'avais construit une cathédrale. Ça fait du bien, vous savez. Je comprenais. Oh, comme je comprenais. Cette sensation d'être vu, d'être reconnu, d'avoir de l'importance aux yeux de quelqu'un. C'était ce qui m'avait manqué avec mes fils. Cette reconnaissance simple, gratuite, de mon existence. En repartant ce soir-là, quelque chose avait changé en moi. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais utile. Pas comme une mère qu'on tolère, mais comme un être humain qui avait fait quelque chose de bien, quelque chose qui comptait. Les semaines suivantes, je suis retournée régulièrement au chalet. Sarah venait me chercher et nous faisions le trajet ensemble en parlant de tout et de rien. J'ai appris à connaître les jeunes, leurs rêves, leurs peurs, leurs progrès. Je leur cuisinais des plats, des recettes de mon enfance. Blanquettes de veau, gratin dauphinois, tarte aux myrtilles. Ils dévoraient tout avec un appétit qui me touchait. « C'est trop bon, Madame Béatrice », disait Léa, la bouche pleine. « Ma grand-mère cuisinait comme ça. » Sa grand-mère. Le mot m'avait fait tressaillir. Mes propres petits-enfants, je les voyais à peine. Julien et Marc ne me donnaient plus de nouvelles. Silence radio total. Au début, j'attendais, espérant un appel, un message. Puis j'avais cessé d'attendre. Et étrangement, cette absence me pesait moins que je ne l'aurais cru. Parce que j'avais trouvé autre chose, une autre forme de famille. Un soir de février, alors que je rentrais du chalet, j'ai trouvé une lettre dans ma boîte aux lettres. L'écriture était celle de Marc. Mon cœur s'est accéléré.
J'ai monté les escaliers en tremblant, me suis assise à la table de la cuisine et j'ai ouvert l'enveloppe. « Maman, je ne sais pas si tu liras cette lettre. Je ne sais même pas si je devrais l'écrire. Mais il faut que je te parle, même si c'est sur du papier. Ces derniers mois ont été horribles. Julien refuse de te parler. Il est toujours en colère. Moi, je suis juste perdue. J'ai repensé à tout ce que tu nous as dit, à tout ce que nous avons dit. Et tu avais raison. Surtout, nous avons été odieux, égoïstes, ingrats. Je ne trouve pas d'autres mots. Papa nous aurait détestés s'il nous avait entendus ce jour-là. Il aurait eu honte. J'ai honte. Je ne te demande pas de nous pardonner. Je ne sais même pas si c'est possible. Mais je voulais que tu saches que je regrette profondément. Ce n'est pas à cause du chalet, même si au début c'était le cas. C'est parce que j'ai réalisé qu'on t'avait perdu. Qu'on avait perdu notre mère, pas à cause de la mort, mais à cause de notre bêtise. Et cette perte-là fait plus mal que n'importe quel héritage. Sophie m'a quittée il y a 2 semaines. Elle m'a dit que j'étais devenue quelqu'un qu'elle ne reconnaissait plus, que je ne pensais qu'à l'argent, au confort, au paraître, que j'avais oublié ce qui comptait vraiment. Elle a pris Thomas et elle est partie chez sa sœur. Je suis seule maintenant. Et je comprends ce que tu as dû ressentir toutes ces années. Cette solitude quand ceux qu'on aime s'éloignent. Je ne sais pas comment réparer ce qu'on a cassé. Peut-être qu'on ne peut pas. Mais si un jour tu acceptes de me revoir, de me parler, sache que je serai là. Pas pour l'argent, pas par obligation, juste parce que tu es ma mère et que je t'aime. Même si je l'ai montré de la pire des façons. Pardon, maman. Du fond du cœur, pardon. Marc. J'ai lu et relu cette lettre, les larmes coulant sur mes joues. Marc. Mon petit Marc. Il avait fallu qu'il perde sa femme pour comprendre. C'était cruel, mais peut-être nécessaire. La vie nous enseigne parfois par la douleur ce qu'on refuse d'apprendre autrement. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais besoin de temps, de réfléchir, de comprendre ce que je ressentais vraiment. La colère était-elle encore là? La trahison? Oui, quelque part. Mais quelque chose d'autre émergeait aussi. Quelque chose qui ressemblait à de la compassion. Marc souffrait, et malgré tout ce qu'il m'avait fait, je ne pouvais pas me réjouir de sa souffrance. Je n'étais pas comme ça. Je ne l'avais jamais été. 2 semaines plus tard, j'ai pris mon téléphone et j'ai composé son numéro. Il a décroché à la première sonnerie. « Allô? Marc, c'est maman ?» Un silence. Puis, un sanglot étouffé. « Maman, j'ai lu ta lettre. Je suis tellement désolée. Je sais. » Ma voix était calme, posée. « Je sais que tu l'es. Est-ce qu'on peut se voir ?» J'ai réfléchi un instant. « Oui, mais pas tout de suite. J'ai besoin de temps encore. Et toi aussi, je crois. » « D'accord. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je t'attendrai. » Nous avons raccroché. C'était un début. Juste un début. Je ne savais pas si nous pourrions reconstruire quelque chose. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais au moins, la porte n'était plus totalement fermée. Le printemps est arrivé, transformant les montagnes. La neige fondait, révélant des prairies d'un vert éclatant parsemées de fleurs sauvages. Le chalet avait pris vie. Kevin avait construit un potager sur le côté où il cultivait des légumes. Léa préparait ses examens de CAP cuisine. Thomas avait commencé à écrire de petits textes sur sa vie, ses émotions. Inès passait ses journées à randonner, à guider les nouveaux arrivants sur les sentiers. Un samedi d'avril, Fabien m'a téléphoné. « Madame Béatrice, nous organisons une petite fête au chalet pour célébrer le printemps. Vous viendrez ? » Avec plaisir. J'y suis allée avec Sarah. Le chalet était décoré de guirlandes faites de fleurs séchées. Une longue table avait été dressée sur la terrasse. Les jeunes avaient à cuisiner un festin. Salade de pommes de terre, poulet rôti, tarte aux framboises. Il y avait de la musique, des rires, une joie simple et contagieuse. À un moment, Kevin s'est levé, son verre à la main. « Je voudrais porter un toast à Madame Béatrice. Sans elle, rien de tout ça n'existerait. Elle nous a donné bien plus qu'un chalet. Elle nous a donné une chance, un espoir, un endroit où on peut redevenir nous-mêmes. » Il s'est tourné vers moi, les yeux brillants. «
Vous savez, Madame Béatrice, vous êtes un peu comme une grand-mère pour nous tous ici. La grand-mère qu'on n'a jamais eue, ou qu'on a perdue. Merci. Du fond du cœur, merci. Tous ont levé leur verre. À Madame Béatrice! Je pleurais. Mais c'était trop des larmes de joie, de gratitude, de plénitude. J'avais 68 ans. J'avais perdu mes fils. Ou presque. Mais j'avais trouvé autre chose. Une famille choisie. Des êtres qui m'aimaient non pas par obligation ou par intérêt, mais par reconnaissance sincère. Ce soir-là, après le repas, je suis restée seule sur la terrasse pendant que les autres rangeaient à l'intérieur. Le soleil se couchait derrière les montagnes, peignant le ciel de rose et d'orange. J'ai pensé à Édouard, à sa vie solitaire mais digne, à sa générosité posthume qui avait changé tant de vies, y compris la mienne. J'ai pensé à Henri qui m'aurait sûrement dit « Tu as bien fait, Béa. Je suis fière de toi. » J'ai pensé à mes fils, à Julien qui refusait encore de me parler, à Marc avec qui j'avais échangé quelques appels, prudents, timides, comme deux inconnus apprenant à se connaître. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait. Peut-être qu'un jour, Julien comprendrait. Peut-être que Marc et moi retrouverions une vraie relation. Ou peut-être pas. Mais j'avais appris quelque chose d'essentiel. On ne peut pas forcer l'amour. On ne peut pas obliger les gens à nous aimer. Tout ce qu'on peut faire, c'est aimer du mieux qu'on peut, donner ce qu'on a à donner, et accepter que parfois, ce ne soit pas suffisant, et que ce n'est pas grave. Kevin est sorti sur la terrasse, 2 tasses de tisane fumante à la main. Il m'en a tendu une, et s'est assis à côté de moi. Nous sommes restés silencieux un moment, regardant les dernières lueurs du jour. « C'est beau ici », ai-je murmuré. « Oui, grâce à vous. » « Non, Kevin, grâce à Édouard. Grâce à Fabien, à Sarah, à tous ceux qui ont construit ça. Moi, je n'ai fait qu'un choix, un seul choix, le bon choix, » a-t-il dit fermement. « Vous avez fait le bon choix. Peut-être. Ou peut-être n'y avait-il pas de bon ou de mauvais choix. Juste des chemins différents, des vies qui se croisent ou se séparent. J'avais choisi de donner plutôt que de laisser prendre. J'avais choisi l'espoir plutôt que l'amertume. Et ce choix, aussi douloureux ait-il été, m'avait mené ici, sur cette terrasse, entourée de montagnes et de jeunes âmes en reconstruction. 3 mois plus tard, en juillet, Marc est venu me voir. C'était la première fois qu'on se revoyait, en face à face, depuis cette terrible confrontation de décembre. Il avait maigri, vieilli, mais son regard avait changé. Il y avait quelque chose de plus doux, de plus humble. Nous avons parlé pendant des heures, assis dans mon salon. Il m'a raconté sa séparation, sa solitude, sa remise en question. J'ai commencé une thérapie, m'a-t-il avoué. J'essaie de comprendre comment j'en suis arrivée là. Comment je suis devenue cet homme que tu as entendu ce jour-là. Et tu comprends? Un peu. Je crois que j'ai vécu tellement dans la course, dans la performance, dans le besoin de réussir, de montrer que j'avais réussi, que j'ai oublié l'essentiel. Les relations, les gens, toi. Papa me manque, tu sais? Il me manque tellement. À moi aussi. Il aurait su quoi dire. Il aurait su nous remettre sur le droit chemin, Julien et moi. Peut-être. Ou peut-être que vous auriez dû apprendre tout seul, comme vous le faites maintenant. Marc a baissé les yeux. Julien refuse toujours de te parler. Il dit que tu l'as trahi, que tu as choisi des étrangers plutôt que ta famille. Je sais, ça te fait mal? Oui, mais moins qu'avant. J'ai appris à accepter que je ne peux pas tout contrôler, tout réparer. Julien fait ses choix. C'est sa vie. Et moi? Est-ce qu'on peut réparer nous? J'ai regardé mon fils, cet homme de 39 ans qui ressemblait de plus en plus à son père. Je ne sais pas, Marc. Ça prendra du temps. Beaucoup de temps. La confiance ne se reconstruit pas en un jour. Je suis prêt à prendre tout le temps nécessaire. Nous avons commencé à nous revoir régulièrement. 1 fois par semaine, un café, une promenade. Nous réapprenions à nous parler, à nous écouter. Ce n'était pas facile. Il y avait des silences gênants, des sujets qu'on évitait, des blessures encore à vif. Mais il y avait aussi des moments de grâce,
Des rires partagés devant un souvenir d'enfance, des confidences timides, des « Ah, je t'aime, maman » qui sonnaient enfin vrai. Un jour, Marc m'a demandé « Tu pourrais me montrer le chalet ? J'aimerais voir ce que tu as fait, comprendre. » J'ai hésité, puis j'ai accepté. « D'accord, mais à une condition. Tu viens avec un esprit ouvert, sans jugement. Promis. » Nous y sommes allés un samedi de septembre. L'automne commençait à teinter les feuilles de rouge et d'or. Marc était silencieux pendant le trajet, nerveux peut-être. Quand nous sommes arrivés au chalet, Fabien et les jeunes nous ont accueillis chaleureusement. Marc a visité, écouté, observé. J'ai vu son visage changer au fil des heures. Quand Kevin lui a montré les meubles qu'il avait fabriqués, ses yeux se sont embués. Quand Léa lui a fait goûter sa tarte aux pommes, il a souri, vraiment souri. Quand Thomas lui a lu un de ses textes, une lettre à la mère qu'il n'avait jamais connue, Marc a dû détourner le regard pour cacher ses larmes. Sur le chemin du retour, il est resté longtemps silencieux. Puis, « Je comprends maintenant. » « Tu comprends quoi ? Pourquoi tu as fait ça ? Ces jeunes, ils ont tellement besoin. Et toi, tu leur as donné quelque chose d'immense. Pas juste un toit, de l'espoir, de la dignité. Oui, je suis désolée, maman. Désolée d'avoir été si aveugle, si égoïste. Je sais, Marc. Est-ce que tu peux me pardonner ? Un jour ? J'ai posé ma main sur la sienne. Le pardon n'est pas quelque chose qu'on donne d'un coup, comme un cadeau. C'est un chemin qu'on fait ensemble. On est sur ce chemin, toi et moi. C'est déjà beaucoup. Il a serré ma main et nous avons continué la route en silence. Un silence différent cette fois. Pas lourd, pas pesant, juste paisible. Aujourd'hui, c'est le printemps de l'année suivante. J'ai 69 ans. Marc et moi nous voyons régulièrement. Sophie est revenue. Ils essaient de reconstruire leur couple. Thomas, mon petit-fils, vient parfois avec eux. Il m'appelle « Mamie » maintenant, ce qu'il ne faisait plus depuis longtemps. Julien ne me parle toujours pas. Peut-être ne me parlera-t-il jamais. J'ai appris à vivre avec cette douleur, à l'accepter sans qu'elle me détruise. Le chalet continue sa mission. De nouveaux jeunes arrivent, d'autres repartent, reconstruits, armés pour affronter la vie. Je vais les voir une fois par mois, parfois plus. Je cuisine pour eux. Je les écoute. Je leur raconte des histoires de ma vie. Ils m'appellent Mamie Béatrice, maintenant. Et ce titre, gagné non par le sang, mais par l'affection, me remplit d'une fierté immense. Il y a quelques jours, j'ai reçu une lettre de l'association. Une lettre officielle, m'informant qu'ils avaient décidé de rebaptiser le chalet. Il s'appellerait désormais le refuge Édouard et Béatrice. J'ai pleuré en lisant ces mots. Édouard et moi, réunis dans cette œuvre de vie. Lui qui avait vécu dans la solitude, moi qui avais connu la trahison. Nous laissions ensemble un héritage qui survivrait longtemps après notre mort. Un héritage qui n'avait rien à voir avec l'argent ou les biens matériels. Un héritage d'amour, de générosité, d'espoir. Ce matin, assise sur la terrasse du chalet avec ma tasse de café, je regarde les montagnes qui s'éveillent sous le soleil levant. Kevin jardine non loin, sifflotant une chanson. Léa prépare le petit déjeuner, l'odeur des crêpes flottant dans l'air. De nouveaux jeunes sont arrivés hier soir, des visages fermés, méfiants, blessés. Mais je sais qu'avec le temps, avec de la patience et de l'amour, ces visages s'ouvriront. Ils souriront, ils guériront. Je pense à mes fils, à ce que j'ai perdu et à ce que j'ai gagné. La balance penche-t-elle d'un côté ou de l'autre ? Je ne sais pas. Peut-être que la vie n'est pas faite pour être comptabilisée. Peut-être qu'on ne peut pas mesurer l'amour en gain et en perte. Ce que je sais, c'est que je suis en paix. Pour la première fois depuis longtemps, je suis en paix. J'ai fait ce qui me semblait juste, même si ça m'a coûté cher. J'ai choisi de donner plutôt que de garder, d'aimer plutôt que de haïr, d'espérer plutôt que de désespérer. Et aujourd'hui, entourée de ces jeunes qui renaissent, de ces montagnes éternelles, de ce silence habité par tant de vie, je me dis qu'Édouard avait raison. Le vrai refuge n'est pas un endroit, c'est une décision. La décision de vivre selon ses valeurs, même quand c'est difficile. La décision de rester humain,
même quand le monde vous pousse à devenir dur. Kevin s'approche, me tend une fleur sauvage qu'il vient de cueillir. Pour vous, mamie Béatrice. Je prends la fleur, simple, belle, fragile et forte à la fois. Comme la vie, comme l'espoir. Merci, mon petit. Il sourit et retourne à son jardin. Et moi, je reste là, la fleur à la main, le cœur rempli d'une gratitude infinie. Merci, Édouard, de m'avoir donné bien plus qu'un chalet. Merci de m'avoir offert la possibilité de choisir qui je voulais être. Une mère blessée et amère, ou une femme qui transforme sa douleur en lumière pour les autres. J'ai choisi la lumière. Et cette lumière, aujourd'hui, brille sur ce refuge, sur ces visages, sur ces vies qui se reconstruisent. C'est mon héritage, le seul qui compte vraiment. On ne possède rien dans cette vie, sauf ce qu'on donne avec le cœur. L'avocat m'a remis l'acte de propriété d'un chalet dans les montagnes, cadeau inattendu d'un cousin éloigné. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai entendu mes 2 fils rire. Parfait, on le vend vite et on prend l'argent avant qu'elle meure. À cet instant, j'ai compris qui ils étaient. Je suis retournée et j'ai fait quelque chose qui les a laissés sous le choc.